Europe 1, il est 13h. Europe 1, 13h. 13h, 14h. Céline Géraud. Bonjour à tous et merci d'écouter Europe 1 pour vous informer à la mi-journée. Dans ce journal, la délinquance dans la capitale reste structurellement élevée. 36% des mises en cause sont des étrangers, annonce le préfet de police de Paris sur Europe 1. Les détails dans quelques instants. L'improbable scénario judiciaire, l'influenceur algérien Doualem libéré sur décision de justice, OQTF annulé avec prime, 1 200 € d'indemnité. Le ministre de l'Intérieur fait appel, décryptage. Le droit du sol sera durci à Mayotte. Doit-il être élargi à l'ensemble du pays? La question divise le gouvernement. Dans ce journal aussi, de nouvelles heures creuses à la mi-journée pour limiter notre consommation d'énergie. Europe 1 vous explique tout. Et puis c'est l'Everest émotionnel du tournoi Destination. Le crunch, bien sûr, à la veille d'un Angleterre-France brûlant. Nos Bleus sont prêts au combat. La tendance météo, Géraldine Amont, ça se dégrade. Oui, c'est pas terrible. Un temps bien gris, humide et froid dans l'ouest notamment. Des pluies mêlées de neige avec des averses aussi qui se renforcent en Languedoc et en région PACA. Pour les températures, il fera de 3 à 8 degrés sur la moitié nord, 10 à 14 sur la moitié sud. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal. Europe 1. C'était ce matin sur Europe 1 et CNews à 8h10. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, a commenté les chiffres de la délinquance pour la capitale. La délinquance a baissé entre 2024 et 2023 tout au long de l'année. Mais structurellement, la délinquance reste toujours très élevée dans l'agglomération parisienne, évidemment. Et dans le détail, seules les atteintes aux biens et aux personnes sont en baisse, mais William Molinier, cette délinquance reste à un niveau inquiétant. Oui, à commencer par le nombre d'homicides. Il a explosé l'année dernière à Paris intramuros. 34 meurtres ont été comptabilisés, plus 36% par rapport à 2023. À cela, il faut ajouter les 187 tentatives d'homicide volontaire, plus 33%. Alors, effectivement, certains indicateurs baissent. C'est le cas des coups et blessures volontaires, moins 2%. Mais il reste à un haut niveau, 35 agressions de ce type chaque jour dans la capitale. Sur 8 ans, c'est une augmentation de 10%. Malgré les policiers déployés pendant les Jeux Olympiques, Paris reste attrayante pour les pickpockets. 99 000 vols sans violence, 5% des Parisiens en ont été victimes l'année dernière. Enfin, si on regarde le total de la délinquance enregistrée à Paris, de l'escroquerie jusqu'au viol, en passant par le cambriolage ou le vol de voiture, eh bien c'est assez préoccupant puisque un crime ou un délit est commis toutes les 2 minutes dans la capitale française. Et à cette délinquance du quotidien, pour les Parisiens, il y a surtout ce sentiment permanent d'insécurité. Dealers, squatteurs pullulent dans le nord de Paris. Illustration dans le 18e arrondissement. Antoine Bienvaux. Sur les trottoirs de la rue Max Dormoy, ils sont une vingtaine d'individus à errer au pied des immeubles sous le regard inquiet de Nathalie, une riveraine. C'est rentré dans le quotidien et nous, on est obligés de s'habituer à ce quotidien, quoi. Vous allez à Jules Geoffrin, à la mairie, c'est bien plus propre et on se sent plus en sécurité. Je trouve que ce n'est pas normal. Nous faisons partie du même arrondissement. On devrait avoir le droit aux mêmes conditions de vie. Un sentiment d'insécurité partagé par Pascal, toujours aux aguets à la tombée de la nuit. À partir de 10h, 11h du soir, c'est le coupe-gorge. Il y a des bandes qui arrivent et qui essaient d'agresser. Des agressions sur des femmes, sur des personnes âgées, c'est très mal famé. Un petit peu plus loin, Robert refuse un énième paquet de cigarettes proposé par un vendeur à la sauvette. Pour le quinquagénaire, le quartier manque cruellement de présence policière. Il y a une police municipale que nous payons. Est-ce que leur job, c'est de s'occuper de la paix publique? Mon fils a été agressé par une équipe qui lui ont volé sa montre, donc je me sens concerné. Et tous regrettent également la saleté des rues encombrées par de nombreux déchets laissés par certains squatteurs. Et pendant ce temps-là, les Bouches-du-Rhône détiennent le record de vol des pièces détachées automobiles, plus 39% en 2024, car les phares et caméras de recul de certains modèles coûtent de plus en plus cher, ce qui aiguise la convoitise des voleurs. Le reportage à Marseille de Stéphane Burgat. Il n'est pas prêt d'oublier le choc vécu ce matin-là. Grégory est alors alerté par un voisin. Il me prévient que tout l'avant de ma voiture a été volé. Donc je découvre un véhicule sans pare-choc, plus de calandre et plus de phare. C'est vrai que c'est assez impressionnant quand on découvre son véhicule dans cet état-là. Je pense que c'est du travail de pro. Il y en a pour à peu près 15 000 € de réparation. D'autant qu'il vit dans un village sans histoire près d'Aubagne, mais son SUV Audi fait partie des modèles prisés par les voleurs, confirme Michel, qui multiplie
multiplie les réparations de ce genre dans sa carrosserie. C'est surtout sur les Mégane, les Audi, c'est sans arrêt. Il y a des blocs forts qui coûtent 1500 €. Et la caméra de recul, elle vaut 250 €. Ils les écoulent, vous savez ce qu'ils font? Ils mettent des annonces sur Internet. Effectivement, les annonces pullulent sur les sites de revente où les prix sont bradés, constate Edicide, porte-parole unité police à Marseille. C'est du 2 à 3 fois effectivement moins cher, mais c'est compliqué de tracer les pièces. On sait qu'on a un véritable marché parallèle qui s'est développé ces dernières années sur le département. Et selon lui, de nombreuses pièces détachées transitent par le port maritime pour être ensuite revendues à l'étranger. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Et sur Europe 1, il est 13h04. Vous écoutez la suite du journal de Céline Géraud. Et hier, dans une séance particulièrement houleuse, l'Assemblée a adopté une proposition de loi visant à durcir les restrictions au droit du sol à Mayotte, Céline. Et le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, lui, va encore plus loin en ouvrant un débat public sur le droit du sol en France. Une idée qui ne fait pas l'unanimité dans le gouvernement, mais qui vient de recevoir le soutien de François Bayrou, Alexis de la Fontaine. Oui, le Premier ministre continue sur sa ligne de fermeté vis-à-vis de l'immigration pour tenter de garder le soutien du Rassemblement national. Il plaide alors pour un débat qui va encore plus loin sur RMC. Moi, je crois que ce débat public est trop étroit et qu'il faut un débat public approfondi et beaucoup plus large que ça. Vous voyez bien ce qui fermente depuis des années. Ce qui fermente, c'est qu'est-ce que c'est qu'être français ? Et pourtant, c'est un sujet encore brûlant pour le gouvernement qui reste marqué par les propos de François Bayrou sur le sentiment de submersion. Alors l'aile gauche monte au créneau pour ne pas perdre le soutien du Parti socialiste. Sa ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, s'oppose à ce débat sur le droit du sol. J'étais opposé à la suppression du droit du sol à Mayotte, mais je pense qu'on a besoin de mesures fortes pour limiter l'immigration illégale à Mayotte. C'est d'abord bien protéger l'île de l'arrivée d'une immigration irrégulière. Pour l'ancienne première ministre, il faut plutôt étudier les mesures de dissuasion, mais sur le sujet, son avis devrait très peu peser dans la balance face à François Bayrou, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Et à 13h06, parlons maintenant de l'affaire Doualem. La justice s'oppose à une décision du ministère de l'Intérieur. Je rappelle que l'influenceur algérien, poursuivi pour appel à la haine, est libre comme l'air, puisque le tribunal administratif de Melun a annulé l'OQTF, mais aussi accordé un permis de séjour et une indemnité de 1 200 €. C'est la fin d'une procédure à rebondissement où le droit semble clairement entraver la volonté politique, Maïlène Trémollet. Oui, face à ce nouveau camouflet des magistrats, Bruno Retailleau dresse un constat amer. Il est quasiment impossible aujourd'hui d'expulser un ressortissant étranger plusieurs fois condamné. Le ministre de l'Intérieur qui répondait aux questions des Français hier, il assume l'impuissance des institutions. Ça tombe bien parce que ça va me permettre d'expliquer aux Français tous les obstacles qu'on rencontre quand on veut faire appliquer la loi et lorsque on veut expulser des individus qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Et je demande aux Français de bien enregistrer. Ils vont toucher du doigt l'extrême difficulté que nous avons en France pour expulser. Malgré les obstacles, le ministre de l'Intérieur ne renonce pas et annonce non seulement faire appel de cette décision, mais partage aussi son intention de poursuivre la procédure d'exclusion à l'encontre de l'influenceur algérien. Le locataire de Beauvau qui appelle par ailleurs à changer la loi, notamment sur le délit de séjour irrégulier, et réclame un référendum sur l'immigration pour pouvoir dépasser ces obstacles. Et cette décision de justice interroge profondément. On l'a dit, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau annonce faire appel. Jacques Serret, malgré ce nouveau revers, Bruno Retailleau ne décroche pas dans l'opinion. Oui, le ministre de l'Intérieur ne pâtit pas de ses échecs. Son impuissance à appliquer des mesures fortes aurait pu le discréditer. Paradoxalement, aux yeux des Français, ce n'est pas le cas. Dans une récente enquête Opinionway, les sondés retiennent davantage son constat, approuvent majoritairement son diagnostic et apprécient la forme de sincérité de Bruno Retailleau qui explique qu'il ne peut pas tout et qu'il est nécessaire de changer la loi, quitte à en passer par un référendum sur l'immigration, même dans l'électorat du Rassemblement national, qu'on pourrait penser impatient de voir les paroles se concrétiser en actes. Bruno Retailleau recueille une certaine popularité. Près de 70% des électeurs du RN disent avoir une bonne opinion de lui, un niveau de popularité qui est le même parmi les sondés se disant électeurs de la majorité présidentielle, toujours selon cette enquête Opinionway. Reste une interrogation pour Bruno Retailleau. Jusqu'à quand va-t-il accepter cette situation ? Ministre sans véritable pouvoir de changer les choses. Pour lui, rester ou partir, cette question finira tôt ou tard par se poser.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. À 13h09, souvenez-vous, à Bagneux, en début de semaine, un jeune de 17 ans a été poignardé dans la cour de son lycée. En réponse à ce drame, la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, déclare ce matin sur RTL durcir les sanctions contre les élèves qui entrent à l'école avec une arme blanche, Louis Salé. Oui, ainsi le code de l'éducation est modifié comme l'a annoncé Elisabeth Borne. L'élève sera systématiquement convoqué en conseil de discipline avec signalement auprès du procureur. Alors ça ne change pas grand-chose, des procédures existent déjà puisque le déclenchement d'un conseil est souvent remonté au parquet dans les cas les plus graves. Didier Georges est secrétaire national du principal syndicat des personnels de direction, le SNPDEN. Jamais nous ne laissons impunis de toute manière ce genre de situation puisque l'introduction d'une arme est un délit. Bon, annoncer une systématisation du conseil de discipline, pourquoi pas, de toute façon on le fera, mais on va dire que c'était déjà pratiqué pour 9 situations sur 10, sinon même peut-être un peu plus. Néanmoins, ce chef d'établissement confie qu'il y a une forte recrudescence d'armes blanches découvertes dans les sacs des élèves. On a de plus en plus de retours de collègues qui font état de présence d'Opinel 8 liés notamment à des clips de rap dans lesquels ces armes blanches sont utilisées ou en tout cas présentées, et ça a créé un espèce de mouvement de mode, une influence des réseaux sociaux et du rap qui aujourd'hui transpire pas mal sur le comportement de certains de nos élèves. Pour rappel, les jeunes ont pour obligation de vider leur sac si cela leur est demandé. Les personnels de direction ont pour habitude de le faire lorsqu'ils soupçonnent un danger. Les précisions de Louise Salé, spécialiste éducation à Europe 1. 13h10 sur Europe 1, la suite du journal de Céline Giraud avec cette bonne nouvelle. Céline, à partir du 1er novembre, la facturation de l'électricité va évoluer. Oui, si vous faites partie des 11 millions de foyers qui ont choisi cette option heure creuse, heure pleine, eh bien vous allez pouvoir faire des économies. Barthélémy Philippe, la commission de régulation de l'énergie ouvre un nouveau créneau, heure creuse en journée. Oui, aujourd'hui pour la plupart des clients, les heures creuses sont concentrées la nuit entre 20h et 8h du matin. Bientôt 90% des foyers concernés auront 2 plages de prise avantageux. Une la nuit de 23h à 7h, l'autre le jour de 11h à 17h. Les télétravailleurs qui consomment beaucoup sur les horaires de bureau devraient faire partie des gagnants, mais le changement vise surtout à valoriser la production électrique française, explique Maxime Delaraudière, directeur général délégué du comparateur Selectra. La modification des plages horaires au printemps et en été, c'est surtout une bonne nouvelle pour le réseau parce que ça permettra la consommation d'électricité durant les périodes où il y a une forte offre sur le réseau, notamment avec la production d'électricité via des panneaux photovoltaïques. L'objectif de cette réforme des heures pleines et des heures creuses, c'est d'avoir une meilleure adéquation entre l'offre d'électricité et la demande d'électricité sur le réseau. Autre changement, les heures creuses placées sur les pics de consommation vont disparaître. La réforme sera mise en place progressivement jusqu'en 2027. Si vous êtes concerné, pas de démarche particulière, c'est votre fournisseur d'énergie qui vous préviendra du changement au minimum 1 mois à l'avance. Merci pour ces informations, Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Et à 13h12, place au sport avec demain à 17h45 à Twickenham. Le 15 de France défie le 15 de la Rose dans le tournoi Destination. Oui, après leur victoire contre le Pays de Galles, ce France-Angleterre s'annonce brûlant. Un crunch, comme on les aime, qui reste le sommet du tournoi. Et les Bleus s'attendent à une lutte féroce, Axel May. Les Bleus ont pris leur quartier dans un confortable hôtel au bord de la Tamise, à 10 minutes d'autocar de Twickenham. Une semaine après leur démonstration au Stade de France face aux Gallois, la lutte devrait être autrement plus relevée chez les meilleurs ennemis anglais. Le sélectionneur Fabien Galtier promet aux supporters un grand rendez-vous. L'équipe de France se prépare à un grand match samedi, avec beaucoup d'appétit et beaucoup de détermination. Et eux, donc c'est une équipe qui se bat, qui est souvent très très proche de la victoire lorsqu'elle ne l'a pas, mais très très proche, et qui va nous proposer quelque chose de particulier. Ils vont être féroces. Face aux Anglais, Galtier pourra compter sur le retour de blessure de son marqueur d'essai en chef, Damien Penaud, tandis que pour remplacer son demi d'ouverture, Romain Ntamak suspendu, le sélectionneur a rappelé Mathieu Jalibert. Lors de leur précédente venue à Londres pour le tournoi 2023, les Français avaient infligé une correction au 15 de la Rose, 53 points à 10, du jamais vu à Twickenham. Méfiance donc face à des English qui seront forcément revanchards. Merci Axel May. Le crunch, on a hâte demain 17h45 et à 13h13 on fait un point sur les marchés avec vous. Didier Hameau de boursier.com, un marché qui reste très stable.
Oui, inchangé, le CAC 40, on est à 8000 points tout rond après la belle hausse d'hier, toujours à l'écoute des résultats d'entreprise. Après les bonnes nouvelles en provenance de la Société Générale et d'ArcelorMittal hier, c'est au tour de Vinci de dépasser les attentes des analystes avec une hausse de 13% du carnet de commandes du groupe. Le titre gagne 3% à 111 €, donc Vinci très bien orienté. En revanche, L'Oréal retombe de 4% à 338 € exactement. Le groupe continue de souffrir en Chine où l'activité est morose. L'Oréal en forte baisse. En Europe, c'est assez calme aussi. Francfort, plus 0,1%. Milan, moins 0,2%. Le CAC 40 inchangé sur les 8000 points. Merci Didier Hameau de Boursier.com. Géraldine Hamon, à vous de jouer maintenant. Alors froid, neige et pluie. Il est où le soleil là dans ce que vous Non, pas aujourd'hui. Pas Désolée aujourd'hui Céline. Non, Ok. parce qu'il a beaucoup pleuvoir cet après-midi. De la Nouvelle-Aquitaine au nord-ouest, dans l'intérieur des Pays de la Loire et de la Bretagne, la pluie devrait laisser place à des chutes de neige en soirée et cette nuit. Et dans le sud-est, c'est là que ça va se compliquer avec un épisode de pluie, de fortes pluies cévenoles qui se mettent en place dans la nuit et en fin de journée avec de fortes pluies orageuses au littoral qui vont s'installer sur les contreforts des Cévennes et la basse vallée du Rhône. Il tombera 30 à 50 mm de pluie en plaine, 50 à 80 mm sur les reliefs et ces pluies se transformeront en neige dès 1200 mètres d'altitude et 1000 mètres demain matin. L'Aveyron, l'Ardèche, la Haute-Loire et la Lozère passent cette nuit en vigilance neige verglas et la Somme reste toujours en vigilance orange pour crue. Et sur le reste du pays, le ciel restera bien chargé mais sans précipitation. Pour les températures, il fera 4 degrés à Rennes, 5 à Lille, 7 à Brest, Quimper et Paris, 9 à Auxerre, 10 à Bordeaux, 12 à Lyon, 13 à Toulon, 14 à Nice et Biarritz, 15 à Marseille, jusqu'à 16 degrés à Ajaccio. Demain, le temps sera bien perturbé au sud avec encore des pluies soutenues près de la Méditerranée et beaucoup de neige sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes du Sud. Dimanche, on devrait retrouver un temps un peu plus calme sur une grande partie du pays. Oui, merci Géraldine. En attendant, on va rester au chaud à l'intérieur Oui, et on c'est une écoute bonne Europe idée. 1, bien sûr, Oui. et on reste ensemble jusqu'à 15h. Dans quelques instants, on va revenir sur les chiffres de la délinquance dans la capitale détaillés ce matin sur Europe 1 par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. 36% des mises en cause sont étrangers. Et puis l'affaire Doualem, c'est un nouvel uppercut, on peut le dire, pour Bruno Retailleau. L'État est désarmé, dit-il. On va en débattre avec Gilles-William Goldnadel et Raphaël Steinville. À tout de suite. Il est 13h16. Bon début d'après-midi avec Céline Géraud sur Europe 1. Europe 1, 13h.